Sculpté par Binge Audio. Les Jeux Olympiques et Paralympiques ne s'arrêteront pas le 8 septembre 2024. C'est ce qu'il y a de fascinant dans cet événement itinérant. C'est qu'il ne fait finalement que des étapes. Aujourd'hui à Paris, demain, Los Angeles. Et comme il ne fait que passer, il peut être tentant de le voir comme uniquement placé sous le signe de l'éphémère. Or, les Jeux s'en vont, mais leur héritage reste, dans les têtes comme dans les villes. Ce qui fait que les organisateurs comme les compétiteurs doivent déjà avoir en vue l'après-jeu. Ce qui n'est pas toujours une mince affaire, comme on a pu le constater avec ma camarade Paulina Velasco dans ce dernier épisode. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. Get Ready, épisode 5. Préparer le futur. Il m'a fallu environ 1 semaine et demie pour me remettre de ma mauvaise performance. En 2000, les Jeux Olympiques ne se sont pas bien passés pour Dawn Burrell. Alors qu'elle était une des stars montantes de l'athlétisme américain, elle termine 11e de la compétition à Sydney, bien loin de ses rêves de médaille. Seulement voilà, il y a une vie après les Jeux. Mais j'ai réussi à m'en remettre. Et ça fait partie de qui je suis. Je suis capable de tirer de la force de l'adversité. Et j'ai fini 11e dans une compétition où j'aurais dû être classée 4 ou 5e. Alors pour faire mieux, lors de la compétition suivante, il fallait que je passe à autre chose. Et c'est grâce aux enseignements de mon entraîneur, car il m'a préparé pour ces moments. Donc après une semaine à pleurer, à manger des burgers ou des choses comme ça, je me suis à peine entraînée parce qu'en vrai j'étais déjà en forme. C'est la dernière minute. Il suffit de rester chaud et de s'assurer que tes muscles restent détendus. Et je suis allée à la compétition suivante, qui était à 12 heures de vol à Doha. Et j'ai gagné. Et j'ai battu la championne olympique et toutes les autres. C'est vraiment une question de force mentale. Maintenant, comme je viens de te dire, les Jeux olympiques sont vraiment le sommet de la carrière d'un athlète. Et donc, quand tu n'atteins pas ce à quoi tu aspires là-bas, c'est vraiment difficile. Ça a pris du temps pour que je m'en remette, mais j'y suis arrivée car je suis une compétitrice dans l'âme. Donc, je ferai toujours de mon mieux. Et c'est ce qui est ressorti lors de la compétition suivante. Parce que même si tu n'es pas au top ce jour-là, il ne faut pas abandonner, parce qu'il y a encore du travail à fournir. Il y a des super athlètes qui en ont très très bien parlé. Yann Thorpe, Michael Phelps, je prends mais parce que c'est des énormes champions aussi. Frédérique Jossinet, ancienne judoka, médaillée d'argent à Athènes en 2004, vice-présidente de la Fédération française de judo. Où d'un seul coup, il y a un vide. C'est exactement ça. Moi, je l'ai plutôt ressenti, pas après les Jeux, quand j'ai été performante ou pas d'ailleurs. Je l'ai plutôt ressenti ça en fin de carrière. C'est des moments qui sont très difficiles, très très difficiles. Même si on a des diplômes, même si des fois on a des contrats où on bosse à côté, etc. C'était mon cas. Mais rien n'est pareil que les émotions, les sensations, les bulles, ou la bulle dans laquelle on est quand on est sportif de haut niveau et quand on est aussi à très haut niveau. Et rien, c'est vrai, il faut en être conscient, mais ça il faut le dire aux athlètes, rien ne sera plus jamais pareil. Mais il y a des trucs super aussi après. Mais ça, c'est un vrai aussi accompagnement que les fédérations, que le ministère, que les comités olympiques, que les institutions même privées doivent entendre, comprendre pour aussi aider les athlètes parce que il y a un vrai truc à faire et c'est pas parce qu'on est en contrat avec des entreprises, des sociétés ou des partenariats privés, publics que malgré tout, ça nous aide entre guillemets parce que ça amène de la sérénité. Mais la prise de conscience de l'accompagnement psychologique, intellectuel, de réinsertion de la vie normale, même si on devient entraîneur et qu'on reste dans son giron, dans un giron fédéral ou de sport de haut niveau, malgré tout, il faut en être conscient pour pouvoir accompagner les athlètes. Les gens déconseillent souvent de se définir uniquement par son métier. Dawn Burrell. Par exemple, je fais du saut longueur ou je fais du sprint. Mais c'était mon travail, c'est ce que je faisais. Je le vivais à fond, je respirais ça. Toute ma vie était modelée autour de cet objectif. Quand je dormais, quand je me réveillais, ce que je mangeais, tout cela définissait ma vie. Il n'y a pas beaucoup de place pour autre chose, à vrai dire. Et si personne te dit comment faire de la place à autre chose, alors tu ne le fais pas.
Ce que fait maintenant le comité olympique et paralympique des États-Unis, c'est qu'il prépare les athlètes pour leur avenir. J'ai vu ce truc, comment ça s'appelle déjà, la semaine olympique. Ils l'organisent à Washington pour leurs athlètes avec des ateliers et des séances de questions-réponses avec des entreprises qui vont recruter et qui sont dirigées par d'anciens athlètes. Et donc toutes ces initiatives sont mises en place pour préparer les athlètes à leur futur. Maintenant, il y a aussi Instagram, donc on est plus exposé à d'autres opportunités. Mais en 2000, rien de tout ça n'existait. On avait donc besoin de prévoir par nous-mêmes. Et certains d'entre nous sont tellement absorbés par ce qu'ils font en tant qu'athlètes qu'ils ne se préparent pas. On se prépare à l'université, on a une spécialisation, un diplôme, mais on n'a pas de chemin de tracé de notre carrière sportive vers la carrière pour laquelle on a étudié ou le domaine qu'on a étudié. Déjà, première chose, alors je ne sais pas si je vous l'apprends, mais après chaque grosse compétition, chaque gros championnat, il y a une rechute. Gevri Zeman, ancienne judoka, médaillée de bronze au JO de Londres en 2012. C'est obligé parce que, en fait, on monte tellement en tension mentale, on essaye d'avoir vraiment tout qui est alerte chez soi, dans son corps, sa tête, son esprit, tout au top, que forcément derrière, peu importe que l'athlète est parfait ou pas, il y a forcément une redescente. Surtout si derrière, il n'y a pas un autre objectif sportif, je parle, ou un autre objectif lié à la vie ou à la formation, etc. Mais forcément, il y a une chute. Donc déjà, ça, c'est pour tous les championnats. Alors, au jeu, j'avoue, ça se décuple. Au jeu, ça se décuple. Et forcément, il y a un down. La négociation n'est vraiment pas évidente. Parce que tout se relâche. La pression se relâche. La charge mentale, il y a énormément de charge mentale qui se relâche aussi. Et effectivement, là, faut se poser aussi des questions. Bonnes ou mauvaises, peu importe. Mais en tout cas, faut se poser des questions. Est-ce que j'ai envie de repartir après cette échéance olympique, que je l'ai gagnée ou pas, que je sois médaillée ou pas? Avec qui je veux repartir? Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce qu'au niveau de mon projet de vie, comment est-ce que ça se passe? Il y a aussi ça, parce qu'on parle beaucoup j'allais dire de la perf sportive, mais en tant qu'athlète, je suis aussi un individu à part entière. Donc, qu'est-ce que je souhaite faire? De quoi est composée ma vie? Comment est-ce que je veux avancer? Avec qui? Sur quoi exactement? Et je pense que c'est des questions, il faut s'interroger. Et c'est important. Moi, je l'ai beaucoup fait, je l'ai régulièrement fait après chaque grosse échéance en tant que sportif de haut niveau. Et aujourd'hui, je le fais encore, du coup, avec mon autre casquette que vous connaissez en tant qu'accompagnatrice au projet des sportifs de haut niveau, du projet de vie des sportifs de haut niveau à l'INSEP. Mais je pense que c'est essentiel d'avoir ces temps pour soi et de se poser. Parce qu'en sport, on est tout le temps en train de faire il y a telle compétition, après il y a un stage, après il y a ça. Certes, il y a des moments de repos, mais justement, profiter de ces moments de repos pour se poser. C'est-à-dire, OK, là, il y a une grosse étape qui vient de se terminer. Est-ce qu'elle est réussie? Est-ce qu'elle n'est pas réussie? Qu'est-ce que je veux faire après? De quoi est composée ma vie? Comment est-ce que je vais avancer, etc., etc. Je pense que c'est vraiment important de faire cette introspection-là après des temps forts comme une échéance olympique. Vous savez, le sportif de haut niveau vit aussi avec une épée de Damoclès un peu sur la tête qui s'appelle la blessure. Donc il y a aussi ça à gérer et chaque sportif le sait. Donc déjà, c'est une petite alerte qui existe dans le cerveau en se disant, ok, quand tout va bien, il n'y a pas de souci, etc., je peux être concentré à 100% sur mon sport, mais en cas de blessure, qu'est-ce qui se passe? Et la première alerte, elle est là en fait. C'est-à-dire que même avant de penser au projet de formation ou au projet de reconversion, il y a déjà ce cut qui s'appelle la blessure. Et déjà là, il faut être en capacité de pouvoir faire autre chose parce que lorsqu'on est blessé, on est un peu en marge des copains et des copines qui sont sur les parquets, qui sont à la piscine, qui sont sur le tatami ou sur la piste. Et il faut bien s'occuper. Alors bien évidemment, il y a tout ce qui est mis en place au niveau réathlétisation, médicale, physio pour pouvoir avancer. Mais ça permet d'occuper le corps et un peu l'esprit. Mais qu'est-ce qui va permettre d'occuper l'esprit au final? Donc s'il n'y a pas cet accompagnement sur OK, je veux être un champion ou je veux être une championne, ça va être une partie de ma vie, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie après? Eh bien, c'est là où on met un petit peu ces petites graines. Moi, je suis diplômée en éducation de la petite enfance avec une mineure en psychologie. Dawn Burrell. Et franchement, je n'avais plus aucun intérêt pour cette carrière. Tu sais, quand on est jeune, comment savoir ce qu'on veut faire?
Alors, quand ma carrière sportive s'est terminée, c'était aussi une période assez étrange pour moi, car je traversais un divorce. Il y avait donc beaucoup de choses qui n'allaient pas dans ma vie, et j'avais juste besoin de survivre. Donc, j'ai choisi d'aller à l'Institut d'art de Houston, et la manière dont je suis arrivée à la cuisine, c'est que le cours de cuisine commençait avant le cours de mode. C'est-à-dire que le cours de cuisine commençait en septembre, il me semble, et l'autre en novembre. Et je me suis dit, commençons d'abord par ça. And I was like, okay, well, first things first, yeah. But I also wanted to... Et je voulais aussi faire quelque chose très rapidement parce que j'en avais besoin. J'avais besoin de m'occuper. Je m'entraînais plus, donc il fallait que je fasse quelque chose. Alors je me suis inscrite à l'école et j'ai pris, je crois 18 heures de cours parce que je voulais accélérer ma formation. J'ai fait un cursus qui devait durer 18 mois en 9 mois, parce que je voulais entrer et sortir rapidement pour démarrer ma carrière. Et ça a plutôt bien fonctionné. Il y a une vraie précarité chez les sportifs et sportifs de haut niveau. Arnaud Assoumani, sauteur paralympique, 5 fois médaillé aux Jeux. Sur 4750 sportifs de haut niveau, il y a 400 qui ont un statut de salarié. Le reste, il y en a une partie qui vont être étudiants. Les salariés, c'est alors ce qu'on appelle des conventions d'insertion professionnelle. Donc, c'est des dispositifs qui vont permettre de reverser, en gros, l'État reverse une subvention à l'employeur de l'athlète pour que l'athlète puisse être détaché sur une partie. Donc, ça peut être détaché 30%, 50%, voire plus, des fois à 100%. Et pour que l'athlète puisse s'entraîner et cotiser pour la retraite, régime général et donc avoir la sécu, etc. Et ce sont des droits quand même assez fondamentaux, parce que pour le coup, représenter son pays sur des compétitions internationales, et c'est considéré, on est sur les listes ministérielles, c'est comme un CDD d'1 an, renouvelable, c'est difficile en fait. Il y a beaucoup de pression, etc. Donc déjà, il y a cette précarité-là pour vivre au quotidien, pour beaucoup d'athlètes, c'est très très compliqué. Donc c'est pour ça qu'heureusement, avec de la visibilité, on peut avoir des sponsors, mais tout le monde n'a pas de sponsors, et c'est un gros travail aussi en parallèle. Et si on n'a pas anticipé, ça peut être très dur, parce que la carrière, elle peut idéalement se terminer, si on choisit quand est-ce qu'on arrête. Elle peut se terminer sur une blessure, pour beaucoup elle se termine sur une blessure. Elle peut se terminer par on n'a plus le niveau, peut-être plus la motivation, peut-être en dépression, peut-être d'autres choses dans notre vie perso. Et à ce moment-là, du jour au lendemain, on se retrouve un peu seul. Les contacts qu'on pouvait avoir avec certains réseaux ou certaines marques, on n'intéresse plus personne. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça va encore plus vite. Donc, en fait, je dis tout ça et je contextualise un peu parce que c'est pas facile, en fait, pour beaucoup. Donc, la reconversion, la retraite, lorsqu'on est en carrière, c'est pas quelque chose qu'on est jeune et on est la tête dans le guidon et on a tout simplement envie de se dire ouais, je vais être le meilleur ceci, cela, ou progresser, prendre du plaisir avec les copains et les copines. En fait, on peut passer à côté de l'essentiel, parce que si on nous dit pas, on sait pas, en fait, on le découvre un peu par soi-même. Donc c'est important de pouvoir prendre en compte ces sujets-là. Nous, ici à l'INSEP, on l'aborde Gévry Zeman. Le plus tôt possible. Et d'ailleurs, dès que le sportif ou la sportive entre à l'INSEP, puisque la volonté, c'est à la fois que ces athlètes deviennent effectivement des championnes et des champions, mais qu'ils deviennent aussi des citoyens et des citoyennes à part entière. Et ça se fait à travers... on a une cellule ici qui est la cellule accompagnement, à laquelle je fais partie. Et l'idée, en fait, c'est de travailler sur le projet de vie des athlètes pour commencer à semer ces graines. Donc ça débute pendant la carrière pour justement identifier le projet de formation, le projet professionnel souhaité. Et ensuite, ça va avoir des répercussions sur le post-carrière et voir un peu ce que l'athlète souhaite faire demain lorsqu'il sera grand. Moi, je dis souvent lorsque tu seras grand ou lorsque tu seras grande. Et on commence à semer ces graines-là. Et l'idée, c'est vraiment d'entamer la réflexion. Alors certains, quand ils arrivent, ils savent déjà ce qu'ils veulent faire. Alors pour eux, j'allais dire, c'est facile, mais je mets des guillemets. Mais l'idée est vraiment de les accompagner et qu'ils puissent identifier les différentes articulations possibles. Parce qu'une fois qu'on a identifié le projet, c'est comment est-ce que ce projet-là va s'imbriquer dans mon projet sportif. Si je suis basketteuse ou breaker, ou si je suis judoka ou encore athlète, ça ne veut pas dire la même chose, puisque les entraînements sont différents, la charge de travail est différente, il y a la récupération aussi à insérer dans toute cette planification qui peut être très très dense pour un sportif et une sportive de haut niveau. Et c'est comment justement je veux articuler ma formation avec mon projet sportif. Et parfois,
Je prends un exemple, si je veux faire une licence en droit, par exemple, une licence en droit pour une personne lambda, c'est sur 3 ans. Il faut aller, c'est X heures de cours par semaine. Un sportif de haut niveau, ce n'est pas possible. Donc, il va falloir forcément y avoir des aménagements, de l'étalement, ou en tout cas un choix d'unité d'enseignement qu'il va falloir faire maintenant, et d'autres pour la saison d'après, et ainsi de suite. Garder un œil sur le futur, c'est aussi ce que doivent faire les villes hôtes des Jeux. Par le passé, on a trop souvent vu les JO s'installer pour quelques semaines dans des stades flambant neufs, laissés à l'abandon par la suite et tombant en ruine au bout de quelques mois. Ce gâchis régulier, il aurait du mal à passer dans le monde des années 2020, où la prise de conscience des enjeux climatiques fait que la vigilance sur le gaspillage des ressources est bien plus forte. Alors comment on fait pour accueillir les JO sans tomber dans ces écueils ? On a une accélération d'un certain nombre de transformations. Pierre Rabadan. Évidemment, l'une des plus iconiques, c'est la Seine, puisque le fait de devoir faire les compétitions dans la Seine pour le triathlon, le paratriathlon et la nage marathon a fait accélérer l'ensemble des investissements qui se sont portés bien au-delà de Paris, parce que la Seine démarre loin de Paris et termine aussi loin de Paris. C'est une étape de passage, mais ça a permis de concentrer les investissements. On estime que ça nous a fait gagner entre 10 et 15 ans. Et que sans doute, sans les Jeux, on n'aurait peut-être pas réussi à coordonner l'ensemble des investissements qui vont nous faire arriver à une qualité d'eau qui permettra d'y faire les épreuves dans un premier temps, et puis en 2025 d'avoir des lieux de baignade à Paris et en région parisienne, dans lequel chacun pourra aller essayer de se baigner et puis se rafraîchir, parce que aussi on fait tout ça dans le contexte qui est celui du réchauffement climatique, du changement climatique, avec des étés de plus en plus chauds, et il faut adapter la ville à tout ça. Donc voilà, ça fait partie aussi de l'évolution, diminuer la place de la voiture, diminuer la pollution, mettre plus d'espaces verts, créer des nouveaux points de fraîcheur, requalifier le fleuve. Voilà, donc tout ça, cette politique globale urbaine, on va dire, elle s'est inscrite vraiment dans le cadre des Jeux qui ont quand même beaucoup d'ambition aussi sur leur réduction d'impact carbone, parce que notre objectif, c'est d'être à moitié moins d'émissions carbone que l'a été Londres en 2012. Déjà, on a travaillé, je dirais, en amont avec l'ensemble des villes qui ont déjà accueilli les Jeux. Corinne Ménégo, directrice générale de Paris Je t'aime, l'office de tourisme de Paris. On s'inspire beaucoup notamment des résultats de Londres, qui est une ville assez comparable pour nous, alors pas complètement en termes d'infrastructure, puisque du coup la situation était différente, puis c'était il y a un moment, mais quand même en termes de vision touristique en tout cas, puisqu'on partage pas mal de choses. Et évidemment, on a déjà approché Los Angeles, avec qui on travaille main dans la main sur un certain nombre de sujets, pour voir comment on fait la passation. De toute façon, il y a déjà une passation officielle qui est faite entre les deux villes de manière et politique et symbolique pendant les Jeux, à la fin des Jeux. On a développé le parasport qui était vraiment quasiment microscopique. L'offre était quasiment microscopique. Aujourd'hui, après les Jeux, on va avoir une 40aine de sections de parasport à Paris. Donc voilà, on est parti quasiment de rien. Aujourd'hui, on arrive à un vrai résultat concret pour que, j'espère que les Jeux paralympiques qu'on accueille pour la première fois en France vont susciter aussi des vocations pour des personnes qui sont peut-être en situation de handicap, mais éloignées d'une activité physique régulière ou d'une pratique sportive. Et il faut que, après les Jeux paralympiques, s'ils ont envie de le faire, ils puissent y trouver aussi un lieu d'accueil dans la ville dans laquelle ils habitent. Et voilà, donc c'est sur un tas d'aspects. On a beaucoup travaillé sur le sport comme outil d'aide contre le décrochage scolaire, comme outil d'inclusion. On a adapté le concept aux besoins locaux. Et on n'a pas fait l'inverse. On n'a pas adapté le territoire aux besoins de l'organisation des Jeux. Et c'est ça qui nous garantit de réussir l'héritage post-Jeux. En 5 ans, on a fait l'équivalent de ce que normalement il fait 20 ou 25 ans. Il faut 20 ou 25 ans pour faire. Sur les infrastructures sportives, c'est pareil. En Seine-Saint-Denis, il y avait une très grosse carence sur les équipements aquatiques et des espaces aussi pour pouvoir les construire. Donc en fait, on est vraiment parti de ce concept-là, de savoir où est-ce qu'il était nécessaire de rénover ou de créer des nouveaux équipements, parce qu'on savait qu'ils seraient utiles pour après. Donc moi, j'ai aucune interrogation sur le devenir des équipements post-Jeux, parce qu'en fait, ils ont été construits ou accélérés la construction à l'occasion des Jeux, mais ils répondaient déjà à une carence ou à un manque qui était identifié complètement en dehors du sujet des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et c'est pour ça qu'on est arrivé à avoir un concept où 95% des sites utilisés pour les Jeux sont des sites déjà existants ou temporaires.
On va accueillir le judo, par exemple, au Grand Palais éphémère, qui a été construit pour pallier aux travaux qui étaient faits dans le Grand Palais, qui va être aussi un site de compétition et qu'évidemment on garde pour les Jeux. La jauge dans le Grand Palais éphémère, c'est 9000 places. Évidemment, si on avait construit une arena à 25 000 places pour y mettre le judo, elle aurait été pleine pour les Jeux, c'est certain. Mais qu'est-ce qu'on en aurait fait après ? Avec l'Accor Arena, avec une arena de la Chapelle, on n'avait pas de gage de garantie d'abord de financement de cette arena et puis ensuite de son exploitation à long terme. Mais je crois qu'aujourd'hui, tout le monde est en accord avec ce concept-là qui, j'espère, perdurera pour après. C'est-à-dire comment, finalement, on adapte les exigences des sports internationaux aussi aux besoins locaux et aux nécessités locales. D'en faire un accélérateur, oui, mais pas de construire pour un événement sans que ça ait une utilité derrière, ce qu'on a pu voir malheureusement par le passé. L'un des lieux qui vise à faire durer l'héritage des JO, c'est Spot 24, un espace d'exposition et d'information installé à côté de la Tour Eiffel et dédié non seulement aux Jeux, mais aussi aux sports urbains. L'idée, c'est de faire le lien aussi avec, je dirais, l'intérêt de ces sports urbains avec le territoire, parce que Paris a toujours été une ville très, très ancrée sur la culture urbaine. Donc l'idée, c'est aussi de montrer comment cette culture urbaine fait partie de notre ADN et complètement intégrée aussi dans notre architecture urbaine, par les infrastructures sportives, par l'utilisation de l'espace urbain, mais également par la culture et l'art urbain. Donc l'idée, c'est d'avoir effectivement créé un parallèle entre art et artistes et ces sportifs champions de ces disciplines et de montrer peut-être aussi les Jeux olympiques et paralympiques sous un angle un peu différent. Parce que c'est vrai que souvent, quand on parle des Jeux olympiques, on parle de Pierre de Coubertin, ce qui est excellent, mais on parle beaucoup d'histoire et de patrimoine. Là, on est dans une logique effectivement plus de modernisation et de dynamique probablement différente, qui inclut également les territoires un peu en dehors de Paris intramuros, puisqu'on travaille vraiment au niveau métropolitain. Et c'est un peu l'idée, c'est de montrer que le sport envahit le territoire et qu'il y a plein de manières aujourd'hui de le pratiquer. Et ça sera probablement un des héritages, ce sport pour tous, qu'on essaye effectivement de partager, et culture pour tous également, grâce à ça. Ces sports urbains sont vraiment très au cœur de la culture américaine en général, et elle n'y fait pas exception. Donc pour le coup, le skate est hyper présent, le break est présent, l'escalade urbaine aussi, le street art, effectivement sur la partie culture. Donc l'idée, c'est véritablement de faire ce pont-là aussi avec Los Angeles et de travailler bien évidemment en bonne intelligence avec les équipes, de manière à assurer une passation et à pouvoir déjà promouvoir peut-être LA 2028 à travers les opérations qu'on fera effectivement pendant les Jeux. Et indépendamment bien sûr du sujet politique qui sera porté par toutes les instances et nos maires respectifs qui bien évidemment assureront le relais pendant les Jeux. Il y a beaucoup d'échanges techniques en continu depuis plusieurs années. Pierre Rabadan. Avec les équipes de Los Angeles 2028 et la ville de Los Angeles, même si Los Angeles, là aussi, a un concept qui n'est pas celui de Paris. Los Angeles, ils ont uniquement des fonds privés et ils ont des infrastructures qui sont toutes déjà existantes. Donc certaines, ils vont les rénover, etc. Et puis, c'est pas le même concept dans la mesure où Los Angeles, c'est une ville extrêmement étalée, quand à Paris, on est sur une ville extrêmement dense. Donc voilà, ça a d'autres ressorts. Par contre, il y a beaucoup de similitudes. Nous, Paris, on avait beaucoup appris à Tokyo. Donc là, on en est sur le même degré de partage aujourd'hui. Los Angeles, ils sont à un peu plus de 4 ans de l'accueil de leurs Jeux. Je me revois, nous, quand on était à 4 ans. Voilà, on a partagé cette expérience-là en faisant passer des messages très simples. Il n'est jamais trop tôt pour prendre les décisions parce qu'en fait, plus vous vous rapprochez de l'échéance, plus vous êtes dans la livraison opérationnelle. Et on fait vraiment du partage d'expérience et ça va continuer jusqu'à Paris 2024 et probablement après, quand nous, on aura tiré un certain nombre de bilans. Depuis 2 ans, voilà, les équipes techniques collaborent beaucoup sur les similitudes et aussi les divergences entre les deux projets. Mais on leur a proposé après de leur amener un maximum d'expérience et on veut essayer de leur faire non pas le moins d'erreurs possible, mais en tout cas de les mettre en garde sur un certain nombre d'expériences qu'on a pu avoir, comme les prédécesseurs l'ont fait aussi, avec l'objectif que tout ça s'améliore au fur et à mesure du temps et qu'il y a un bénéfice local, comme vous en parlez, comme on essaye de le mettre en place à Paris et comme probablement la maire de Los Angeles souhaite le faire.
Pour terminer cette exploration dans les coulisses de la préparation des Jeux, on va aller à Los Angeles justement. Avec toi, Paulina, on va retrouver quelqu'un qu'on a entendu dans notre premier épisode, le planificateur urbain Max Podemski. Oui, et avec Max, on s'est demandé comment des lieux comme le Sepulveda Basin où on s'est promené et qui est un coin assez pauvre en infrastructure allaient bénéficier potentiellement des Jeux de 2028. Basin is 2,000 acres of open space. Ce bassin représente 8 hectares d'espace ouvert. Il est entouré de parcs densément peuplés, de quartiers à faible revenu, des zones défavorisées. Et c'est unique, car au lieu d'être situé sur un flanc de colline, il se trouve en plein milieu de la ville. Il est également desservi par 2 lignes de transport en commun, 2 stations de la ligne orange. Il pourrait donc représenter un atout considérable. Mais il a vraiment été négligé pendant de nombreuses décennies et les investissements qui étaient censés y être réalisés ont stagné. Il a été décidé que ce serait un site olympique, comme stipulé dans l'accord entre la ville et LA28, prévoyant des événements olympiques dans la vallée de San Fernando qui se dérouleraient dans ce bassin. L'idée est, au lieu de se concentrer sur des événements qui durent quelques semaines avant d'être démantelés, de réfléchir à comment l'investissement olympique peut laisser un héritage durable et représenter un investissement à long terme. C'est donc un autre objectif qui vise réellement à tirer parti des JO. Los Angeles a déjà accueilli 2 Jeux Olympiques. Je pense que ceux de 1984 sont vraiment un exemple à souligner car ces Jeux ont effectivement généré des revenus pour la ville. Et souvent, les JO sont critiqués parce qu'ils entraînent beaucoup d'investissements spécifiques pour les Jeux, mais laissent ensuite des installations inutilisées et de l'argent qui aurait pu être utilisé à de meilleures fins. Donc je pense que l'idée derrière la candidature de Los Angeles est d'essayer de laisser un héritage et de réaliser des vrais investissements. Les Jeux Olympiques n'en étaient pas la raison principale, mais la vraie raison était que les vallées manquaient cruellement de parcs et étaient aussi complètement urbanisées. The valley is very park poor, and it's also built out. The Olympics were happening. Les Jeux Olympiques étaient en cours et puis le plan a été créé. Mais ce plan fournit un cadre pour les JO. Il désigne donc des lieux pour les Jeux et comment il pourrait laisser cet héritage dans la vallée. Designates places for the Olympics to go and how the Olympics could sort of leave that legacy in the valley. Merci à toutes celles et ceux qui ont accepté de répondre à nos questions, les miennes et celles de Paulina Velasco, ma camarade qui co-signe ces 5 épisodes et que je remercie également. C'est Alexandre Ferreira qui a réalisé cette série pour Programme B, une série qui est le fruit d'un partenariat entre Binge Audio et l'ambassade des États-Unis en France. À la préparation, il y avait Lauren Bess, Yael Evenhor, Brendan Galbraith et Amy Norris. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférés. Cherchez-nous sur internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.